Que vous soyez amateur de fiction ou de faits réels, vous trouverez ici de quoi vous divertir. Préparez-vous à être surpris, choqué, effrayé. Préparez-vous à frissonner à l'écoute de certaines histoires. Et n'oubliez pas, ces auteurs de crimes peuvent se cacher sous le visage de votre voisin, du jogger que vous croiserez, ou peut-être de la personne qui est assise près de vous dans le train. Une dernière chose, pensez à bien vérifier que votre porte est verrouillée. On ne sait jamais. Alexandre Yourevitch Pichouchkine, né le 9 avril 1974 en Russie. C'est un criminel en série russe, reconnu coupable de 60 décès survenus parmi 63 agressions. Sa culpabilité fut établie pour 48 homicides et de 3 tentatives de meurtre distinctes. En janvier 1975, le père d'Alexandre, prénommé Yuri, quitte le domicile familial, laissant derrière lui un enfant âgé de 9 mois seulement. À partir de ce moment-là, sa mère devient la seule responsable de son éducation. En 1976, alors qu'Alexandre a 2 ans, sa mère déménage de Mytishty à Moscou, s'installant plus précisément dans le district de Zyuzyno, situé dans le sud de l'agglomération moscovite. D'après son entourage, c'est un enfant sociable et équilibré. Mais tout change. En 1978, alors qu'il n'a que 4 ans, Alexandre Pichouchkine aurait, d'après les dires de sa mère, subi un traumatisme en tombant de sa balançoire. Il aurait chuté en arrière de celle-ci et aurait reçu l'assise d'un coup violent sur le front. Des experts émettent l'hypothèse que ce choc violent au crâne aurait endommagé le cortex frontal du cerveau de Pichouchkine. On sait que de tels dommages entraînent une mauvaise régulation des impulsions et une tendance à l'agressivité. Durant son enfance, il manifeste une nature timide et solitaire, mais il est parfois agressif et en devient dans certaines situations incontrôlable. Dans son école, il se fait régulièrement chahuter et malmener. Ses camarades le qualifient même d'attardé mental. Il éprouve des difficultés à différencier les sons « che » et les sons « se », ce qui amène sa mère à l'inscrire dans un internat doté de spécialistes en orthophonie pour des séances de rééducation. En 1982, à 8 ans, la mère de Pichouchkine accueille un nouveau-né, sa petite sœur. À la suite de cette naissance, Pichouchkine va vivre chez son grand-père qui s'implique activement dans son éducation et lui fait découvrir le jeu d'échecs. Son grand-père estimait que son petit-fils était très intelligent, mais que cette intelligence était gaspillée car il ne participait à aucune activité intellectuelle. Il s'entraîne pendant des heures avec son grand-père au jeu d'échecs. Il participe même à des tournois ouverts organisés dans le parc de Bitsa, situé à proximité. Et il s'avère que Pichouchkine est un excellent joueur d'échecs. Le fait de jouer canalise son agressivité et il parvient à s'apaiser. Après son séjour à l'internat, Pichouchkine intègre une école professionnelle technique où il se spécialise en menuiserie. Hélas, il est toujours victime de harcèlement scolaire et ne parvient pas à s'intégrer. Quelques années plus tard, le décès de son grand-père l'oblige à retourner vivre avec sa mère. C'est pour lui un coup dur, une tragédie. Il mettra du mal à s'en remettre et en restera très affecté. Pour atténuer sa peine et tenter de canaliser son agressivité, il commence à consommer une grande quantité de vodka. Il ne manque pas d'emporter avec lui son échiquier et entame des parties régulières avec des personnes âgées qu'il fréquente dans le parc de Bitsa. À cette époque, Pichouchkine commence à développer un passe-temps assez inhabituel, je dirais même dérangeant. Chaque fois qu'il savait qu'il allait rentrer en contact avec des enfants, il emportait une caméra vidéo et se filmait en train de les menacer. Une cassette vidéo retrouvée un peu plus tard à son domicile montre un film sur lequel il tient un enfant par la jambe, la tête en bas, en lui disant « Tu es en mon pouvoir maintenant. Je vais te faire tomber de la fenêtre et tu tomberas de 15 mètres jusqu'à la mort. » Régulièrement, il regardait ces vidéos, ce qui lui donnait un sentiment de puissance et de pouvoir.
Il continua quelques années, mais cette pratique insolite ne lui suffisait plus. Il avait besoin d'autre chose pour calmer ses pulsions agressives. Le quotidien chez sa mère, sa demi-sœur et son beau-père ne lui convient pas. Il vit dans un appartement au 5e étage à Moscou. En 1990, alors qu'il a 16 ans, Alexandre Pichouchkine prend la décision de ne pas s'enrôler dans les combats alors que la période de la guerre froide continue de sévir entre l'Union soviétique et les États-Unis. Refusant de prendre part au conflit au nom de l'URSS, Pichouchkine est interné dans un hôpital psychiatrique où il passe un court séjour. Après sa sortie de l'établissement, il conserve des séquelles de cette période. La guerre froide qui opposait la Russie et les États-Unis prend fin le 26 décembre 1991. En juin et juillet 1992, à l'âge de 18 ans, Pichouchkine découvre à travers les journaux le tueur en série Andrei Tchikatilo. Il est fasciné. Il aurait été motivé, d'après les médias russes, par une compétition avec ce tueur appelé l'éventreur de Rostov, qui a été condamné en 1992 pour avoir tué 53 enfants et jeunes femmes sur une période de 12 ans. Voici l'histoire du tueur en série, le plus redoutable de la Russie. Pendant des années, il a semé la terreur à Moscou, s'attaquant aux personnes seules et vulnérables. Il narguait la police et ne se faisait jamais prendre. Il était méticuleux. Il ne laissait aucune trace sur place. Aucune empreinte digitale ne sera retrouvée. Le 27 juillet 1992, alors qu'il n'a que 18 ans, il invite un camarade de classe à participer à une expédition meurtrière. Pichouchkine avait ouvertement dit à son camarade qu'il voulait tuer quelqu'un et lui avait proposé qu'il se joigne à lui. Ce dernier, pensant qu'il plaisantait, le suivit, curieux. Mais voyant la réaction de son camarade, et comprenant que celui-ci n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, Pichouchkine le tua et déposa son corps près des égouts. Le lendemain, la police découvre le corps du jeune homme. Une enquête est alors ouverte et d'après plusieurs témoignages, la victime aurait été vue avec Pichouchkine dans la journée. Il est alors interpellé au domicile de sa mère pour être interrogé. Ce dernier déclare qu'il a bien passé la journée avec lui et qu'il l'aurait quitté dans la soirée pour rejoindre sa mère et sa sœur. La police ne détenant aucun élément à charge, Pichouchkine sera libéré et regagne tranquillement son domicile. En septembre 1992, il commet son deuxième meurtre. Il est amoureux d'Olga, sa voisine, mais cette dernière a déjà un petit ami. Olga refuse ses avances. Pris de colère, il se rend au domicile du petit ami afin de se débarrasser de son rival. Il le tue en le jetant par la fenêtre. L'enquête conclura à un suicide. En octobre 1992, le procès de son idole, Andrei Tchikatilo, s'achève et ce dernier est condamné à la peine capitale. Pichouchkine est effrayé. Il craint pour sa vie s'il se fait prendre et abandonne tout projet de meurtre. Mais lorsque Tchikatilo est fusillé, le 14 février 1994, il réalise qu'il a encore ses pulsions meurtrières et ne sait pas comment les canaliser. Et son objectif de remplir les cases de son échiquier ne cesse de le hanter. En 1996, la Russie abolit la peine de mort. Les meurtres vont pouvoir reprendre. Pichouchkine se prépare physiquement, il se met à la musculation. Et en 2001, alors âgé de 27 ans, et après 9 ans de pause, il concentre son attention sur des hommes âgés, principalement sans domicile fixe. Le carnage commence. Il les attire dans le parc, leur promettant de la vodka gratuite. Après avoir bu avec eux, il les assomme et les jette dans les égouts du parc de Bitsa. Entre 2001 et 2005, la plupart des victimes ont été tuées de cette manière. Mais il ressent le besoin de plus de sensations. Le fait que ces victimes
ne soit pas retrouvé et juste porté disparu ne lui convient pas. À partir de là, il décide de changer de mode opératoire et ne se contente plus de les assommer avec un bâton, non, il leur défonce le crâne avec un marteau. Et pour signer ses crimes, il enfonce une bouteille de vodka dans les plaies béantes de ses victimes. Et puis il se diversifie. Fini les vieillards. Il s'en prend à des hommes plus jeunes, des femmes et même des enfants. Il attaque par derrière afin de prendre la victime par surprise et d'éviter de se tacher avec les projections de sang. 10 de ses victimes vivaient dans le même complexe de bâtiments que lui. La plupart des meurtres ont lieu dans le parc de Bitsa, dans le sud de Moscou. Cette forêt de 22 000 mètres carrés était le terrain de jeu d'Alexandre. C'est un lieu tranquille où les familles pique-niquent, où les passionnés d'échecs se retrouvent, où les enfants font du vélo. Il ne tue pas que des inconnus. Il tuera plusieurs personnes qu'il connaissait très bien et déclara « Finalement, tuer quelqu'un que l'on connaît, c'est agréable. » Ses prochaines victimes, de janvier 2002 à mars 2002, seront balancées dans un puits, toujours dans le même parc. Elles y mourront noyées pour la plupart. 2 de ces victimes, appâtées par l'alcool, y seront même jetées vivantes. Le 23 février 2002, Pichouchkine attire Maria Viricheva, une vendeuse enceinte âgée de 19 ans. Il la pousse dans le même puits où la plupart de ses victimes sont éliminées. Lorsqu'elle s'accroche aux parois, Pichouchkine la tient par les cheveux et lui fracasse la tête contre les murs en béton à plusieurs reprises, avant qu'elle ne tombe. Croyant sa victime morte, il s'en va. Ce n'est que le lendemain matin, après avoir passé 20 heures dans les égouts, que Maria parvient à s'en extirper avec l'aide d'un passant qui arpente les vastes forêts de Bitsa. Elle sort finalement indemne, et ce, sans faire de fausse couche. Maria Viricheva porte plainte à la police, mais étant une immigrante illégale, elle demeure contrainte d'abandonner son affirmation selon laquelle Pichouchkine avait tenté de la tuer. Maria est l'une des rares victimes de Pichouchkine à survivre de ses coups et blessures. Après elle, 3 autres victimes seront jetées dans le puits et une autre dans les égouts en mars 2002. Il décide de faire une pause de plusieurs mois. Une autre de ses victimes s'en est sortie à quelques jours d'intervalle. Mais le 24 août de la même année, il recommence ses crimes. Il ne peut s'en empêcher et tue plusieurs personnes avec toujours le même procédé. Le 15 novembre 2003, Konstantin Polikarpov est invité par Pichouchkine à boire un verre au parc Bitsa. Pichouchkine le frappe 3 fois à coups de marteau avant de le jeter dans un puits. Il s'en va pensant que l'homme est mort, mais il n'en est rien. Il s'en sort malgré un traumatisme crânien qui lui fait perdre tout souvenir de l'attaque. Il s'agit de la 3e personne qui s'en sortira. Pichouchkine laisse passer 15 mois. Tous ces meurtres, comme avant 2005, sont des meurtres discrets. Les victimes sont cachées dans les égouts ou jetées dans un puits. Le parc est paisible et calme. Et jusque-là, il ne s'était jamais rien passé de grave, en apparence du moins. Les massacres reprennent de plus belle le 22 février 2005. Et en septembre, il frappe un homme avec une bouteille de vodka jusqu'à la mort. Il décide que ce serait le dernier corps qu'il cacherait. Il le jette dans les égouts. On suppose que le fait qu'aucun meurtre n'apparaisse dans le journal le chagrine un peu. Son côté narcissique y est sûrement pour quelque chose. Ces meurtres étant signés, il veut que l'on parle de lui. Le samedi 15 octobre 2005, des promeneurs découvrent la première victime, Nikolai Vorobiov, 31 ans. Il avait d'atroces blessures à la tête. C'était une scène ignoble, de la cervelle jonchait le sol, et une bouteille de vodka était enfoncée dans le crâne. Pichouchkine a bien pris soin de ne laisser aucun indice sur place. À peine un mois plus tard, un homme âgé de 63 ans est retrouvé mort dans les mêmes conditions que les précédents. 2 semaines plus tard, un autre, et une semaine après, un nouveau. Toutes les blessures se trouvaient sur le devant et arrière de la tête. Les coups étaient donnés avec une grande violence. Le bilan ne cesse de s'alourdir. En fin d'année, à la période de Noël,
On dénombre pas moins de 7 personnes retrouvées assassinées. 7 personnes en l'espace de 2 mois. Toutes ces victimes n'avaient pas été dissimulées et aucun effet personnel ne manquait. Mais alors quel était le mobile? Il n'y a aucune trace. L'enquête piétine. Leur point commun? Une bouteille de vodka ou un bâton enfoncé dans une plaie du crâne, comme une signature. Comme si le tueur nous disait « c'est moi qui les ai tous tués ». La police comprend vite qu'elle a affaire à un tueur en série. Andrei Suprudenko, enquêteur principal, décide de reprendre l'enquête en février 2006, dès qu'il a compris qu'il s'agissait d'un tueur en série. L'enquête piétine à nouveau et le rythme des meurtres est rapide, trop rapide pour la police. Le serial killer se fait appeler par la presse le maniaque de Bitsa. La police a besoin d'aide et se tourne vers le médecin légiste réputé de Moscou, le professeur Vladimir Vorontsov. Il déterminera l'arme du crime comme étant un marteau. Malgré tout, les meurtres ne sont toujours pas élucidés et les rumeurs courent. À côté du parc se trouve un hôpital psychiatrique. On pense alors à un fou qui sortirait de l'établissement pour tuer. Mais l'enquête ne donnera rien. Les victimes sont des personnes vulnérables, des personnes souvent âgées. Toutes les victimes sont des hommes. Alors pourquoi pas une femme serial killer? L'enquête se poursuit dans ce sens, les contrôles se multiplient. Une patrouille interpelle un travesti qui erre dans le parc. Et dans son sac se trouve un marteau. La police pense enfin avoir trouvé l'assassin. Mais le travesti a un alibi. Et il sera relâché le lendemain. Une semaine plus tard, c'est une femme qui est découverte assassinée. Les médias s'intéressent à l'affaire et mettent la pression à la police. Des renforts sont envoyés aux enquêteurs. Le serial killer change de victime et commence à tuer des femmes. Sur le corps de l'une d'entre elles, un ticket de train est découvert. Mariana Bioskanova était, d'après son fils, sortie se promener avec son petit ami. Il leur remet également une note que sa mère lui avait rédigée avec le numéro de téléphone de son petit ami. Un suspect potentiel. Les enquêteurs visionnent les caméras de surveillance des gares pour savoir qui accompagnait la jeune femme retrouvée morte. C'est un travail de longue haleine. Mais cela paye. En juin 2006, les enquêteurs découvrent sur les vidéos de surveillance Marina avec un homme qui est identifié comme étant Pichouchkine, qui n'est autre qu'un de ses collègues de travail. La police se rend au domicile de sa mère chez qui il réside et le 16 juin, il procède à son arrestation. Au bout de quelques heures seulement, il avoue le meurtre de Marina, mais aussi tous ceux du maniaque du parc. Il déclara à l'enquêtrice. J'étais assis avec elle et pendant très longtemps, je me demandais si j'allais la tuer ou pas. Et en fin de compte, j'ai décidé de la tuer. Car si je ne le faisais pas, ma vie deviendrait un enfer. Pendant 14 ans, j'ai fait absolument tout ce que je voulais. Absolument tout. J'étais presque comme Dieu. Il avoue avoir commis 61 meurtres en 14 ans, dont 60 dans le parc. Ces aveux ont de quoi choquer. Les enquêteurs doivent alors vérifier que tous les meurtres peuvent lui être attribués. Lors de la perquisition, un échiquier est retrouvé avec des étiquettes collées sur les cases. Un meurtre par case de l'échiquier. Lors des reconstitutions des crimes dans le parc, Pichouchkine mime les gestes avec une mémoire étonnante. Il revit les moments avec précision. Il révèle que certains des meurtres qu'il a commis n'étaient pas commis avec sa méthode préférée, à savoir les coups de marteau sur le crâne. Pour certains, il a simplement jeté le corps dans un puits ou dans les égouts. Il déclare qu'il se sentait comme Dieu. Il décidait si ses victimes devaient vivre ou mourir. Dans tous les cas, j'ai tué pour une seule raison. J'ai tué pour vivre. Parce que quand on tue, on veut vivre. Pour moi, la vie sans meurtre est comme la nourriture pour vous. Je me sentais comme le père de tous ces gens. C'est moi qui leur ai ouvert la porte d'un autre monde. Les experts psychiatriques ont trouvé le meurtrier sain d'esprit, mais souffrant de troubles de la personnalité. Il est antisocial et narcissique. Le procès d'Alexandre Pichouchkine s'ouvre le 13 septembre 2007, après 15 mois de procédure. Il est interrogé dans une enceinte de verre pour sa protection.
Après 6 semaines de procès, le 29 octobre 2007, le juge Vladimir Oussouv consacre 1 heure à la lecture du verdict, énumérant toutes les accusations portées contre Pichouchkine. À l'issue des plaidoiries, il est déclaré coupable de 48 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Sa peine est une réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine incompressible de 25 ans, dont il devra passer les 15 prochaines années en isolement. Après sa condamnation le 30 octobre 2007, Pichouchkine affirme devant le tribunal qu'il n'éprouve aucun regret pour ses actes. J'ai fait ce que j'avais décidé de faire pendant ces années. Cela fait maintenant 500 jours que je suis arrêté, et pendant ce temps-là, tous décident de mon destin. Policiers, juges, procureurs, mais moi j'ai décidé du destin de 60 personnes. Il n'y avait que moi seul pour être juge. Procureur. En 2009, Pichouchkine reçoit des lettres d'une jeune femme sibérienne de 22 ans, nommée Natalia. Elle est employée dans une boutique pour enfants et habituée à correspondre régulièrement avec divers criminels emprisonnés. Pichouchkine répond aux lettres de Natalia et les deux entament une correspondance à distance. Après 2 ans d'échanges épistolaires en 2011, Pichouchkine et Natalia tombent amoureux l'un et l'autre malgré le fait que Pichouchkine soit en isolement carcéral. Ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Au fil de leur correspondance, ils évoquent à plusieurs reprises des projets de mariage. En 2014, les gardiens de la prison de Moscou, où Pichouchkine est détenu, décident de bloquer les échanges entre les deux amoureux, interdisant toute forme de correspondance. Cette décision suscite, à tort, des rumeurs en Russie, laissant croire que le couple aurait mis fin à leur relation. En juin 2016, Pichouchkine a passé 10 ans en prison lorsque Natalia est interviewée au sujet des rumeurs infondées concernant leur relation. Dans une interview accordée au journal Moscovy Komsomolet, Natalia réfute fermement les informations selon lesquelles elle aurait abandonné Pichouchkine. Elle exprime au contraire sa frustration face au blocage de leurs lettres par les autorités russes depuis 2 ans. Natalia explique pour la première fois son affection obsessionnelle pour le tueur en série. Elle souligne qu'ils n'ont toujours communiqué que par des lettres et qu'ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Elle déclare : Quoi qu'on en dise, je l'aime plus que la vie elle-même. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de me séparer de lui. Je n'ai pas reçu de lettres d'Alexandre ces dernières années. Mais nous savons tous les deux que cela ne dépend pas de nous. Les employés de l'établissement où il cure sa peine ne veulent pas que nous communiquions. Je ne sais pas ce que j'ai fait ni pourquoi ils me font ça. Il est tout pour moi. Je n'ai rien au monde sans lui. Je suis mort sans lui. Quand ils ont coupé notre correspondance, je lui ai envoyé des dizaines de lettres. Elles sont toutes restées sans réponse. Malgré l'interdiction de correspondre, imposée en 2014, Pichouchkine et Natalia continuent de nourrir le projet de se marier. Sa période d'isolement de 15 ans a pris fin en octobre 2022. Emprisonné depuis 2006, Pichouchkine ne pourra pas être libéré avant 2031.